Bonjour à tous, je vois que le nombre se stabilise. Merci à tous d'être aussi nombreux sur la plateforme, puisque je vois qu'on est déjà plus de 120 personnes à être présents. Encore une fois, bienvenue. Comme vous le savez sans doute, mais c'est toujours utile de le rappeler, l'une des missions de l'IAB est de favoriser la croissance de la publicité digitale, notamment en agissant en faveur d'un Internet ouvert et interopérable, et en représentant toute la diversité de notre écosystème. Et d'ailleurs, les membres qui participent à ce premier webinaire sur le retail média sont là pour témoigner de cette diversité, puisqu'on retrouve Virginie Douin, qui est Global Head of Sponsor Ads and E-Commerce Partnership d'Amazon Advertising, Blandine Multrier, qui est Managing Director de Relevancy, Dimitri Scully, qui est directeur de Monoprix Plus, Florian Bouchot, qui est Small and Middle Businesses Lead of France, Italie et Espagne de Microsoft. Et enfin, Adrien Cazou-Mingo, qui est responsable commercial chez un moteur de recherche français, à savoir Quant. Merci à vous de votre participation et cette préparation à ce premier webinaire sur le retail média. Alors, le thème du retail média, c'est bien sûr imposé à nous et constitue depuis plus d'un an maintenant une task force au sein de l'IAB, car il représente l'une, si ce n'est la tendance émergente du marché. L'IAB a vocation à mettre en avant les leviers de croissance durable, comme le retail, et donc d'accompagner l'adoption et de contribuer à cette dynamique du marché. L'année 2020 est sans doute une année charnière en matière à la fois de e-retail, mais aussi de retail média. Alors, avec la task force de l'IAB, nous avons donc prévu d'aborder les modifications opérées en 2020 à travers notamment les chiffres clés du e-commerce et du retail média également. Nous aurons aussi un retour et un partage d'expérience de cette année 2020 avec la marque Monoprix. Puis nous aborderons les principales tendances observées qui devront perdurer en France et en Europe et dans le reste du monde lors de cette année 2021. Enfin, on abordera les questions-réponses prévues en fin de présentation. N'hésitez pas notamment à utiliser les questions-réponses dans la plateforme qui est disponible pour vous. Utilisez plutôt la partie questions-réponses que la partie discussion notamment. Ce sera plus simple pour nous à gérer pour y répondre. Maintenant, je laisse la parole à Florian pour cette première partie sur les chiffres et le boom du e-commerce constaté en 2020. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais donc dans cette première partie en introduction vous parler un petit peu du boom du e-commerce et des nouvelles habitudes des consommateurs. L'année 2020 et 2021 ont été tout à fait extraordinaires, une accélération énorme de la digitalisation et du retail online. Et on peut vraiment parler d'un boom effectivement du e-commerce. Si je passe à la diapositive suivante. Merci. Ce qu'on voit d'abord, c'est que le e-commerce a véritablement explosé en termes de chiffre d'affaires. On est à plus 8,5% d'augmentation en 2020. Il faut quand même mettre ça en parallèle avec le moins 8, moins 10 du PIB qui est sur la même année. C'est désormais 13% du commerce en France contre 10% l'an dernier. Et ce qui montre aussi la bonne santé du secteur et notamment le dynamisme de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a 17 400 nouveaux sites marchands qui se sont créés en 2020. Pour donner une idée, il y en a environ un peu plus de 200 000 en tout qui sont actifs en France. Donc une grande dynamique. Et à l'échelle européenne, c'est le deuxième plus important e-commerce après le Royaume-Uni qui représente à peu près le double de la France. Ensuite, je voulais partager avec vous, donc je travaille chez Microsoft, on a publié récemment
une étude avec une agence partenaire qui s'appelle Suzy sur des 5 tendances qu'on a observées dans le e-commerce, à la fois quanti et qualitative. Sur la première, ce qui est intéressant, c'est un verbatim de la part des consommateurs et ça montre un des premiers un des paradoxes à retenir, c'est que d'un côté, il y a 50 d'entre eux qui souhaitent effectuer leur achat chez des marchands établis de premier plan, comme Amazon. Donc ça, c'est une véritable hausse, c'est un plébiscite en 2020. Et d'autre part, à peu près autant d'entre eux, 47 d'entre eux, pensent qu'il est important de soutenir les PME locales, versus justement les grandes chaînes et les plateformes. Et on va retrouver en fait cette incantation dans les tendances que j'observe. Une des tendances, notamment dans les 5, c'est le bricolage. Et on le voit, c'est un secteur qui s'est très bien porté sur l'année 2020. Temps disponible, absence de prestataires, confinement, télétravail. Les consommateurs bricolent et ont l'habitude en gagner beaucoup d'autonomie. Ils achètent en ligne en conséquence. Les sites de bricolage ont gagné 14% en visite. Je pense à des sites comme Leroy Merlin, La Paire, Castorama, par exemple. Et d'une façon générale, le segment maison et jardin a très très fortement augmenté sur l'année dernière. Ensuite, une autre tendance de consommation, c'est tout ce qui va toucher au recyclage et à la revente. Euh, en termes de revente, je pense au vide dressing, donc des sites comme Vinted, par exemple, Vestiaire Collectif, qui sont en forte augmentation. Et il y a aussi l'essor des produits reconditionnés ou d'occasion. La création de sites comme La Reboucle, bien sûr, Amazon Warehouse ou Fnac Seconde Vie. Donc, c'est un développement très fort de cette partie revente sur Internet. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, tout ce qui va toucher au petit commerce. Les télétravail oblige, on passe plus de temps au domicile, on va essayer d'acheter beaucoup plus localement. Donc on achète en ligne sur les grandes plateformes, mais on achète aussi sur des boutiques locales et pas seulement le week-end, mais tout au long de la semaine. Et un autre élément important pour tous ceux qui sont dans le e-commerce et dans le digital, c'est que les attentes des consommateurs sont beaucoup plus élevées cette année désormais. D'une part, parce il y a beaucoup plus de trafic, les annonceurs et les sites se sont développés, ont créé un UX beaucoup plus perfectionné, et du coup, il y a une attente plus élevée de façon générale pour avoir une expérience encore plus fluide, encore plus personnalisée et encore plus cross-device euh, de la part des marchands pour vis-à-vis des consommateurs. Un autre élément, ça va toucher tout ce qui va être éthique et responsabilité sociale. Enfin, c'est une crise sanitaire, c'est une crise économique. Et donc, il y a une attente forte qui est exprimée de la part des consommateurs vis-à-vis des marques. Et ils vont plus facilement se tourner vers les marques qui sont en adéquation avec ces valeurs. Un autre point ensuite, donc Microsoft Bing, c'est un moteur de recherche. On a des millions et des milliards de requêtes qu'on a pu observer. Donc, si on regarde la période, en fait, quelques enseignements sur la période, là, c'est sur 2020, notamment sur le premier confinement, donc janvier-juillet. D'une façon générale, tout ce qui va être requête sur le retail, donc des recherches faites par des internautes sur des mots-clés, on voit d'abord que tous les pays ne sont pas pareils. Là, on a 12 pays parmi les plus grandes économies plutôt occidentales. La France est entourée en bleu. Le point rouge, c'est le point le plus bas, le point vert, c'est le point le plus haut. D'une façon générale, le retail a augmenté en termes de volume et n'est jamais redescendu. Donc, c'est un des segments qui augmente fortement. Et si on va plus en détail dans le retail, il y a des différents secteurs et différents paradoxes. Tout ce qui va être alimentation et épicerie a connu un pic très fort, notamment au début, quand les magasins ont fermé, on avait très peur de ne pas pouvoir s'alimenter facilement. Et un autre segment comme tout ce qui va être maison et jardin, avec une baisse très forte au début. Et puis maintenant, c'est un des segments finalement qui était le plus élevé, où il y a eu le plus de requêtes qui ont ensuite été monétisées et qui sont transformées en achats et en commerce. Ensuite, pareil, un paradoxe entre tout ce qui va toucher aux vêtements, une chute brutale des recherches pour les vêtements, puisqu'on était à la maison, on avait beaucoup moins besoin, et en parallèle, une augmentation très forte de tout ce qui va toucher la recherche de produits électroniques, périphériques, PC, etc., pour pouvoir se connecter et travailler à distance. Des termes aussi nouveaux qui sont apparus comme BOPIS, qui est un terme en anglais pour Buy Online, Pick Up in Store, ou qui peut se traduire par Click and Collect en français plus souvent. Il y a eu 17 fois plus de volume sur ce terme, et donc quand un internaute cherche sur un site commerçant, il va chercher ces terminologies, s'habituer à ces mots-clés. Un autre élément intéressant, c'est l'absence ou le changement par rapport à la loyauté aux marques. 76% des internautes, avec le temps et le développement du e-commerce, ont testé des nouvelles marques. Donc, c'est d'autant d'opportunités d'aller chercher du commerce supplémentaire. Et où est-ce qu'ils vont chercher ces nouvelles marques? Où est-ce qu'elles vont les découvrir? Il y a deux principaux points d'accès. Les moteurs de recherche, donc point d'accès
plus historique et qui reste le premier point d'accès avec 62% des découvertes de marques, et de plus en plus les sites marchands avec des recherches produits, des recherches de marques à 33%. Et enfin, je vous parlais de l'UX en préambule. Les consommateurs s'attendent à une expérience de recherche, donc de search, dans le site marchand beaucoup plus aboutie. Les sites marchands même sont de plus en plus grands, donc la fonction de recherche d'autant plus importante. Et 80% d'entre eux déclarent quitter le site si cette expérience est décevante. Et sur ce, je vais passer la parole à Blandine pour vous parler du e-retail média. Je vous remercie. Merci Florian. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc après ces très bons chiffres du e-commerce, je vous propose de regarder les non moins bons chiffres du retail média. Mais peut-être revenons d'abord sur quelques définitions. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on emploie souvent le terme e-retail média, qui correspond à l'ensemble des offres publicitaires qui sont proposées lors du parcours d'achat online du consommateur. C'est un terme qui est apparu il y a 3-4 ans. Et c'est un terme qui est relativement spécifique à la France. Ce n'est pas un terme qu'on retrouve aux États-Unis ou dans le reste de l'Europe. Et donc, ce terme de e-retail média vient en quelque sorte s'opposer au terme du retail média en magasin, où ça, c'est l'ensemble des offres publicitaires dans le parcours d'achat en magasin du consommateur. Mais finalement, on voit que cette distinction, elle est assez théorique, puisque les parcours d'achat sont finalement des parcours d'achat qui sont très omnicanaux. Et si j'utilise des données retail, donc des données physiques, pour cibler une campagne digitale sur l'open web, aujourd'hui, ce n'est pas compris dans le e-retail média, mais c'est quand même de la campagne digitale. Ou si je fais du digital out of home en magasin, c'est du digital, mais c'est un magasin. Donc finalement, on voit que cette distinction théorique, en fait, elle regroupe plusieurs périmètres et plusieurs paysages. Et ces deux périmètres sont en train de fusionner. Et en particulier, ils fusionnent avec la réconciliation de la donnée, puisqu'on réconcilie la donnée offline et la donnée online pour avoir une vision du client qui est unique et qui agrège à la fois les achats offline et les achats online. Peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un secteur qui est encore encore à définir. C'est un secteur nouveau et on a vraiment un besoin, tous au niveau de l'industrie, de mieux mesurer et mieux quantifier ce nouveau secteur. Alors, quelques chiffres sur la bonne santé du retail média. Déjà en termes d'audience, donc on voit que les sites retail ont une audience très très forte. Le top 1 retail est à 32 millions, le top 2 est à plus de 20 millions. Donc c'est des audiences sur Internet qui sont très fortes. C'est aussi des investissements publicitaires qui sont en très très forte croissance. Vous connaissez les chiffres du SRI, on vous les a repris là sur la prochaine slide, où on voit les croissances à la fois sur le search et sur le display. C'est encore sur la slide. Voilà. Donc, on voit les croissances sur le search et sur le display. Sur le search, les investissements médias étaient de plus 39% en 2019, plus 32% en 2020. Donc, on voit que c'est vraiment des croissances très fortes qui n'ont pas faibli au cours de l'année 2020. Et sur le display, ça a un petit peu faibli, mais c'est encore en croissance, alors que le display global était en décroissance. Donc ça, c'est les chiffres du SRI. Et on voit que ce n'est pas spécifique à la France, on voit que c'est partout dans le monde. On vous a mis quelques chiffres globaux. Donc, c'est un marché global de l'ordre de 60 à 80 milliards d'euros, avec des très fortes croissances également aux États-Unis, puisqu'on a plus 30% de publicité sur les sites e-commerce en 2021, en 2020 aux US, et on est à plus 22% en défense publicitaire en retail search. Donc, très forte croissance, une industrie qui est en train de se structurer. Et ce qu'on vous propose, c'est de revenir sur cette année exceptionnelle avec Dimitri et Monoprix Online et leur stratégie en termes d'audience et de retail média. Merci Blandine. Donc en effet, un petit retour d'expérience sur
Monoprix Online et Monoprix Plus plus particulièrement. Parce qu'évidemment, parler des tendances retail en 2020 sans parler du e-commerce alimentaire serait quand même relativement une hérésie. Avec ce qui s'est passé, la concentration de trafic qui est en train d'affluer sur tous ces sites de e-commerce alimentaire, une réelle tendance. Historiquement, il y a toujours eu une clé d'entrée par mode de collecte sur l'alimentaire. Et nous, en fait, chez Monoprix Online, on a décidé d'avoir une clé d'entrée qui soit plus besoin client, où en fait, on a segmenté en effet miroir de ce qui se fait dans le retail physique, à savoir une offre de services de proximité, que sont par exemple à Paris des petits Franprix, et une offre de plein de courses que représenteraient pour des hyper. Le penchant e-commerce alimentaire de ça, c'est deux offres. Une express, donc que l'on peut livrer le jour J via, sur un petit assortiment avec des petits paniers moyens qui correspond à la proximité. Et donc ça, ce sont nos deux offres Monoprix Express disponibles sur monoprix.fr et l'offre en marketplace que nous avons avec Amazon, qui permet de livrer rapidement un petit assortiment sur des petits paniers moyens. Et en parallèle, ce qui correspond au fond à l'effet miroir des hypermarchés, le plein de courses, pas forcément disponible dans la journée, à partir du lendemain suffit, dès lors qu'on est en mesure d'offrir un assortiment le plus large possible, avec une qualité de service du coup qui serait inégalée, parce qu'on est sur des stocks dédiés, et on sait que sur l'alimentaire, dans la qualité de service, la notion de manquant est critique. Et pour avoir un manquant le plus faible, il faut avoir des stocks dédiés, ce qui permet d'éviter ces manquants-là. Donc, cette offre de service vient compléter, où en fait, on segmente notre offre sur ces deux axes clients, dépannage, plein de courses. Ça a son importance parce que derrière, les audiences, forcément, n'ont pas la même façon de se comporter sur le site. Donc, il faut l'avoir en tête. Quand on communique sur un site comme Monoprix Express, il ne faut pas forcément dire les mêmes choses que sur un site comme Monoprix Plus, parce que l'un correspond à un besoin client de dépannage, de rapidité, il sera pressé. Monoprix Plus, il va plus prendre son temps, il ne voudra pas rater un produit parce qu'il va commander une fois par semaine. Donc, il veut pas. Donc, il prend un peu plus son temps. Donc, la typologie des messages peut être différente. Si on se focalise sur Monoprix Plus, dont j'ai la responsabilité, je peux parler peut-être un peu plus en profondeur. Donc Monoprix Plus, sur la slide suivante, vous le verrez, c'est un service qui a été lancé en lien avec notre partenaire Ocado. Donc c'est peut-être une technologie dont vous avez entendu parler, avec ces petits robots qui se déplacent. Donc c'est une photo prise dans notre entrepôt, qui se déplacent pour aller chercher les produits les uns après les autres. On peut avoir jusqu'à 50 000 références, un entrepôt de 36 000 m². L'objectif avec cet entrepôt, c'est de faire 500 millions d'euros de chiffre le plus vite possible pour le remplir et l'utiliser au maximum, avec une focalisation évidemment sur notre qualité de service. Pour le moment, on est plutôt content des résultats. On a des croissances qui sont le double de celles qu'on observe sur le marché, et des NPS qui suivent également cette tendance. On a doublé nos NPS historiques sur Monoprix grâce à cette qualité de service. Donc on sent que les consommateurs comprennent de mieux en mieux cette segmentation, et cette audience justement est vraiment en train de bien se segmenter. Du coup, depuis qu'on s'est lancé, qu'est-ce qu'on a appris? Vous savez que donc avec le confinement, il y a dans les grandes tendances sur les audiences, la première, c'est que classiquement, le e-commerce alimentaire a toujours été une offre en grande partie pour les jeunes parents. Vous avez un enfant, c'est le moment dans votre vie où vous basculez e-commerce alimentaire. Classiquement, c'est ce qu'on disait. Ce qu'on a observé pendant le confinement, c'est que l'âge moyen des personnes qu'on recrutait a quand même augmenté de 10 ans. Donc c'est significatif, c'est-à-dire qu'il y a une audience plus senior qui arrive sur nos sites, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut savoir servir, et à laquelle il faut pouvoir communiquer. Le deuxième élément marquant de ces audiences alimentaires, ce sont des audiences qui sont très fidèles et très récurrentes. On a des fréquences d'achat qui sont élevées, c'est des gens qui reviennent toutes les 2 semaines faire un achat chez nous. Quand je dis toutes les 2 semaines, c'est-à-dire que toutes les semaines, ils sont sur notre site, parce qu'ils ne vont pas forcément faire leur achat le jour de leur achat, ils vont venir remplir leur panier petit à petit. Donc en fait, globalement, nous, on essaye chaque semaine d'avoir quelque chose à dire. Donc ça, c'est d'un point de vue animation commerciale, mais après, d'un point de vue annonceur, dans la façon que vous avez de développer vos messages, il faut que vous ayez ça en tête. Est-ce que vous voulez jouer sur du repeat, le même message, ou plutôt avoir vous aussi une stratégie de changer vos messages chaque fois pour avoir quelque chose de nouveau à dire à une personne donnée?
Donc ça, c'est la deuxième tendance. La troisième, qui est très liée à Monoprix, c'est lié à la qualité en fait, de notre audience et à ses caractéristiques propres. On parle à une audience qui est très cohérente. Sur Monoprix Plus, c'est une offre qui n'est disponible qu'en région parisienne. Et on sait qu'avec Monoprix, on s'adresse à des segments de population CSP+. Donc on est voilà, sur un segment de clients qui est très cohérent et vous allez retrouver ça en général assez systématiquement dans les différentes enseignes sur le marché où chacun aura ses prépondérances et ses audiences qualitatives qui représentent sa marque et l'attrait de sa marque. Pour Monoprix, évidemment, on adapte les formats qu'on souhaite diffuser à nos audiences parce qu'on ne souhaite pas polluer l'expérience d'achat. La priorité reste quand même l'expérience d'achat. On veut s'assurer que l'expérience client sur le site se passe bien. Et donc, on adapte nos formats pour qu'ils soient à la fois les plus pertinents. Donc, on fait attention aux messages qui sont passés, mais aussi qui ne perturbent pas trop l'expérience d'achat. Maintenant qu'on s'est dit ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a notre client qui est sur notre site pendant 30 minutes. Donc, quels sont les formats qu'on peut lui pousser durant ces 30 minutes? Donc, on a deux formats assez classiques. Donc, le premier, c'est les bannières. Donc, ça, c'est des formats que vous retrouvez systématiquement, de pouvoir avoir une créa sur laquelle vous allez exposer vos messages. Sur l'alimentaire, c'est très lié à des mises en avant de promotions qui peuvent rediriger vers des promotions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième typologie de format assez classique, c'est à la fois dans les résultats de moteurs de recherche, mais aussi dans les pages catégories. C'est être en mesure de remonter dans les fils et être le premier affiché. Aussi, forcément pas un grand changement par rapport à ce qu'on peut déjà trouver sur le marché, mais c'est des classiques qui fonctionnent très bien. Et enfin, quelque chose qu'on a lancé en 2020 qui était assez innovant et pour le coup qui allie bien la particularité du e-commerce alimentaire, c'est qu'il y a une forte prépondération des promotions. Le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une tendance évidemment à la personnalisation. Donc, quand vous allez sur des sites alimentaires, vous avez plein de promos, mais in fine, en fait, il y en a un peu pour tous les goûts. Donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est s'assurer qu'on poussait la promotion la plus pertinente aux clients et de manière très personnalisée. Donc, ce qu'on a fait avec d'ailleurs l'aide de Relevancy et de Blandine, c'est qu'on a couplé cette promotion, qu'on a ciblée sur un nombre très restreint de clients qui étaient vraiment liés à leur expérience d'achat historique. Et une fois qu'on avait tous ces groupes de clients qui avaient leur propre promotion, en fonction de leur parcours d'achat, on allait leur pousser cette petite fenêtre que vous voyez en bas à gauche, qui ne s'affichait que pour les personnes qui étaient éligibles à cette promotion, une promotion qui était vraiment dédiée rien que pour eux, qui était ultra pertinente et qui a eu évidemment des performances qui est vraiment très intéressantes, donc qu'on a reproduit dans le futur. Voilà. Donc ça, c'est un des nouveaux formats qu'on a pu lancer et qui est vraiment en lien avec ces tendances de fond dans le e-commerce alimentaire, de lien entre la promotion et la personnalisation. Voilà. Merci à tous. Excusez-moi, j'avais mon micro qui n'était pas branché. Donc maintenant, nous allons aborder les nouvelles tendances que nous avons identifiées au sein de la task force. Nous avons identifié en fait 3 nouvelles tendances qui devraient donc voir le jour cette année en France et en Europe, sachant qu'elles sont déjà apparues en Asie et aux États-Unis pour la plupart. La première tendance est la tendance qu'on a appelée les nouvelles expériences utilisateurs, notamment basées sur ces expériences utilisateurs, comme on l'a d'ailleurs déjà vu abordé lors du dernier IAB AdTech Summit avec le témoignage notamment de Facebook. On pressent donc que le live streaming et le social format seront des formats gagnants en 2021. Tout comme les formats dédiés notamment au contenu de marque. Deuxième sujet qui est l'automatisation grandissante à travers à la fois les sites de recherche et les plateformes d'optimisation et de mesure. Et enfin, nous prédisons que l'alimentaire va poursuivre ses développements de manière de plus en plus importante. Je vais à mon tour laisser la parole à Adrien qui va nous parler de l'automatisation, notamment à travers les moteurs de recherche. Merci Eric, bonjour à tous. Oui, donc aujourd'hui je vais vous parler effectivement un petit peu plus de ce format shopping. Donc le format shopping, voilà, donc, comme vous pouvez voir sur le visuel, c'est un format qui est assez riche pour les annonceurs, puisqu'on a
un visuel du produit, on a un titre, un prix, le vendeur évidemment, on peut avoir des notes aussi. Donc c'est un format qui est apparu dans un premier temps sur tout ce qui est comparateur de prix, et puis ensuite qui s'est fait une place chez à peu près tous les moteurs de recherche, donc évidemment chez Google, chez Bing et chez Quant. Donc chacun avec leur spécificité, mais globalement le format reste assez homogène d'une plateforme à l'autre. Plusieurs avantages pour ce format. Donc déjà, comme je disais, c'est un format qui est assez riche, donc qui permet de donner en fait un maximum d'informations aux clients déjà juste en visualisant l'annonce. Ça va évidemment donner plus de visibilité au produit de l'annonceur. Et d'ailleurs, si le client ne clique pas sur l'annonce, c'est même de la visibilité gratuite, puisque la plupart du temps, on est au coût par clic sur ce type de format. Ça va permettre aussi aux marchands d'avoir des meilleurs leads, puisque finalement, les clients potentiels ont déjà énormément d'informations rien que sur l'annonce. Donc, en arrivant sur le site du marchand, ils vont être beaucoup plus qualifiés. Et du coup, on va avoir des taux de transformation qui sont plus hauts globalement, puisque voilà, donc le client aura pu avoir les annonces non seulement sur le produit, mais aussi sur une vue sur la concurrence, avec d'autres produits, une sélection des différents marchands qui vendent ce produit. Donc, on va avoir des prospects assez qualifiés. C'est aussi un format qui est plus simple à gérer et à créer que les annonces texte classiques. Je vais y revenir tout à l'heure, mais on a pas mal de process d'automatisation qui rendent la diffusion de ces annonces assez simple. Et c'est aussi un format, donc, comme je disais, qui est plus efficace finalement que ces formats texte classiques qu'on peut trouver sur les moteurs de recherche. On a à peu près plus de 30% de conversion sur ce format-là versus des annonces texte classiques. Et globalement, c'est un format qui est aussi 23% moins cher. Parce que le CPC peut être plus élevé, mais au final, comme on a un meilleur retour sur investissement, finalement, le coût de ces annonces est relativement moins cher. Et donc, pour diffuser ces annonces, on a évidemment besoin de l'automatisation, sinon ce serait beaucoup trop fastidieux. Donc, la première nécessité, ça va être d'avoir un flux produit à jour pour que les campagnes fonctionnent bien, qu'on n'ait pas à revenir tous les jours pour ajuster les campagnes, et aussi de pouvoir adapter le flux produit aux spécificités des différents canaux, puisque c'est un format qui est assez homogène, surtout, quel que soit le moteur de recherche, mais il y a quand même des petites spécificités, donc il faut pouvoir s'adapter. Une fois le flux produit configuré et branché sur le moteur de recherche de shopping, tout va être automatisé pour le marchand. Et donc pour ça, on a des solutions comme les intégrateurs de flux qui vont permettre de vraiment se faciliter la vie. Donc on peut citer entre autres Lengo, ShoppingFeed ou BizUp, qui vont vraiment permettre aux e-commerçants de mettre en forme leur catalogue produit pour répondre aux exigences des différentes plateformes, des différents canaux, d'automatiser la diffusion des annonces et de centraliser les données pour pouvoir ensuite analyser les performances de chaque canal d'acquisition, pouvoir faire les ajustements nécessaires. Donc tous ces intégrateurs que j'ai cités proposent évidemment la diffusion sur tous les moteurs de recherche, y compris donc Quant, Bing et Google. Maintenant, je vais passer la main à Blandine. Merci à tous. Merci Adrien. Donc le Sponsored Search, c'était un canal qui était historiquement déjà très automatisé et plateformisé. Ce qu'on voit, c'est que ça ne se limite plus seulement au Sponsored Search et qu'on a de plus en plus de campagnes qui sont faites via des plateformes self-serve. Et ça permet de donner toujours plus de contrôle, toujours plus de finesse dans le setup, dans l'optimisation aux campagnes et aux annonceurs, et donc des meilleures performances. Et cette plateformisation, elle est rendue possible aussi grâce à la disponibilité sur le marché de plateformes en marque blanche. Il peut y avoir des distributeurs qui n'ont pas forcément les équipes de dev en interne pour monter une plateforme retail média, mais actuellement, donc sur le marché, il y a des plateformes marque blanche. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Relevancy. C'est une plateforme retail média qu'on peut déployer chez un retailer et qui permet d'ingérer toutes les données offline et online et les inventaires publicitaires d'un distributeur. Et ce qui permet aux distributeurs de proposer une plateforme à laquelle peuvent se connecter les agences et les annonceurs.
ces plateformes aussi deviennent de plus en plus sophistiquées grâce au travail de la donnée, avec des optimisations automatiques de la performance en fonction du KPI de mesure, qui peut être un KPI de vente. Et donc ça se fait par des algos en back-end qui viennent optimiser les campagnes. Ça se fait aussi grâce à la combinaison de la donnée de vente offline et de la donnée de vente online. Et donc, on arrive maintenant à optimiser les campagnes en fonction de ces ventes online et offline. Et puis, Virginie en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est l'APIisation de ces plateformes. Donc, ces plateformes e-commerce sont de plus en plus APIisées, donc ce qui permet à des plateformes de retail média de venir se plugger sur ces plateformes e-commerce et d'utiliser non seulement les données médias pour optimiser, mais aussi des données business, par exemple des données de stock, etc. Et donc, on a des campagnes retail média qui deviennent très, très puissantes puisqu'elles ne s'optimisent plus uniquement sur des données médias, mais également sur des données business. Voilà, sur cette tendance de l'automatisation, la troisième tendance, c'est la partie retail média alimentaire. Historiquement, c'était les sites e-commerce qui ont lancé ce secteur du retail média. Donc plutôt des sites e-commerce et plutôt un non alimentaire. Et ce qu'on voit, c'est que c'est en train de s'étendre donc en distributeur physique et sur l'alimentaire. Je suppose que vous avez vu les nombreuses annonces qui ont été faites dans les 6 derniers mois sur beaucoup de commerçants, donc là, physiques, alimentaires, qui se lancent sur cette partie du retail média pour générer de nouveaux revenus en monétisant leurs données et monétisant leur inventaire publicitaire. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte des données très riches, puisque par rapport aux données au retail média plutôt e-commerce, on a maintenant des données d'achat physique. Ça apporte également des nouveaux inventaires publicitaires, puisque dans tous ces magasins, il y a énormément d'espace qui peut être utilisé pour la publicité, et en particulier tous les écrans digitaux en magasin qui vont pouvoir être utilisés demain en self-service dans ces plateformes retail média pour pouvoir lancer des campagnes également en magasin, des campagnes retail média en magasin. Et puis, c'est la possibilité d'avoir des mesures multicanales également, puisqu'on mesure à la fois le offline et à la fois le online. Merci Blandine et merci à tous. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura un avant, un après année 2020, puisque l'année 2020 marque véritablement un tournant avec une fulgurante accélération du e-commerce en France et partout dans le monde. Le retail média accompagne cette dynamique avec de nouvelles formes d'expression en devenir qui ont vu naître en Asie et aux États-Unis et qui vont bientôt arriver en France et en Europe, notamment sur les réseaux sociaux, principalement, avec aussi un fort apport de la vidéo avec le live streaming, comme l'a démontré Amazon, et également avec le branding content, un passage, si je puis dire, d'une démarche de recherche produit à un environnement global marque. Et enfin, grâce aussi à l'automatisation qu'on a vu de plus en plus développer, le retail média gagne encore en efficacité à travers les moteurs de recherche, à travers des plateformes d'optimisation et à travers aussi de nouvelles mesures, notamment avec des insights en temps réel dorénavant. Et enfin, l'alimentaire sera le prochain secteur à connaître à continuer à connaître de profondes évolutions. Maintenant, je vous propose de passer aux questions-réponses. Il y en a plusieurs dans l'élément prévu à cet effet. Merci de les avoir reposés dans le Q&A plutôt que dans le chat. La première question qui vient, c'est d'où provient la croissance des budgets retail, médias, des budgets marketing digitaux ou des budgets médias?
Donc, je ne sais pas qui veut répondre à cette question interrogation. Et effectivement, quand il y a une croissance sur un des leviers, il y a peut-être une décroissance par ailleurs, puisque les budgets ne sont pas extensibles. Est-ce que... Une partie des éléments, si tu veux, Eric. Ouais. Là-dessus, ce qu'on a remarqué, on en avait discuté entre nous. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des très bons chiffres, en tout cas cette année, puisque c'est un des segments de retail média en tant que secteur d'achat média, ça progresse énormément. On peut penser historiquement que c'est des nouveaux budgets, il y a un transfert de budget classique média vers du retail média, mais de plus en plus, il semblerait que ce soit aussi des budgets qui avaient été alloués au retail média, disons physique, qui devient vers du retail média numérique ou digital. Donc c'est un transfert, tout ce qui était catalogue, mailing, etc., qui commence à se transférer, publicité, enfin ces promotions en magasin qui deviennent des promotions en ligne d'une façon assez importante. Et donc ça vient d'une autre partie des dépenses marketing que celle du média classique. Et par ailleurs, souvent en publicité, les investissements suivent les audiences, et les audiences des sites retail sont en forte hausse. Donc assez logiquement, il y a un accompagnement des investissements. Merci Florian. Une autre question, effectivement d'actualité. Quel va être l'impact de la fin des cookies tiers sur le marché pour le retail média, puisque effectivement, vous le savez sans doute, Google à travers Chrome a annoncé il y a un peu plus d'un an maintenant la fin des cookies tiers sur Chrome à horizon 2022. Donc, on est à un an de cette échéance annoncée. Donc, qu'en est-il ou qu'en sera-t-il pour le retail média? Blandine, peut-être? Alors, le retail média a une position vraiment très privilégiée par rapport à cette apocalypse, je ne sais pas comment on dit, pour deux raisons. D'abord parce que tous les inventaires publicitaires sur les sites e-commerce, c'est du first party cookie. Et du coup, ce n'est pas des cookies qui va être impacté par ces changements. Donc, tout ce qui est ciblage sur les sites e-commerce ne va pas être impacté. Et le deuxième avantage, c'est que les distributeurs ont des données très riches, des données personnelles qui sont collectées en ligne avec la législation. Et donc, il y a de plus en plus d'éléments de matching qui sont mis en place avec ces données personnelles, type les custom audience sur Facebook, type le customer match sur Google. Et donc, ça va permettre à ces acteurs retail média en fait, d'avoir un ciblage très fin et une mesure très fine. Donc, le retail média devrait être très peu impacté par la fin du cookie. Très bien, avec effectivement une législation qui va être modifiée, qui va un petit peu changer à l'horizon du 1er avril qui arrive, puisque ce sera la mise en place des nouvelles lignes directrices de la CNIL qui ont été publiées début octobre et qui effectivement va quand même un petit peu changer la donne, notamment en matière de recueil de consentement, où il y a sans doute à craindre une baisse des consentements des consommateurs en matière de consentement à la publicité effectivement ciblée, la plupart du temps à l'aide de cookies tiers. Une autre question qui concerne un petit peu le secteur, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de chiffres. Quels sont les annonceurs qui investissent le plus en retail média? Quels sont les secteurs? Donc, je ne sais pas si Florian ou Adrien, vous avez des éléments. Je peux essayer de donner un éclairage là-dessus. On n'a pas encore la découpe des investissements retail média par rapport au digital en général. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'historiquement, c'était plutôt des investissements produits et que de plus en plus, comme le montrait notamment Amazon dans sa présentation,
On voit qu'on a des investissements sur des marques, également de plus en plus sur les services. Donc, c'est pas, et donc, il y a un élargissement des investissements qui quitte le retail pur et dur vers tout ce qui va être un petit peu annexe. Après, par secteur, on a vu effectivement ce que je disais aussi, c'est tout ce qui était maison, jardin, articles de sport, électronique. Mais de plus en plus, on va avoir des services annexes comme autour du voyage, l'automobile, des pièces détachées, des voyages, ou même des services annexes comme le paiement en ligne, le crédit, l'assurance, qui commence à tout ce qui va se développer autour du retail et du commerce électronique. Très bien, merci Florian. Alors, une question effectivement qui est intéressante sur ce qu'on va voir venir, et notamment Facebook, qu'il avait évoqué lors du dernier AdTech Summit. La réalité virtuelle n'est-elle pas également une tendance qui se dessine pour le e-retail média, notamment pour essayer des produits sans se rendre en magasin? Donc, est-ce que Blandine, tu voudrais y répondre, sachant qu'il m'a semblé que tu... Alors, je pense que c'est vraiment en lien avec tout ce qui est tendance live stream et live commerce. Et donc, oui, l'étape d'après, c'est la réalité virtuelle. Mais je pense qu'en termes de retail média, on n'en est pas encore là, mais ça arrive vite. Okay. Une autre question, alors là, c'est plus directement pour Monoprix. Chez Monoprix, la promotion est-elle systématiquement poussée en fonction de l'historique d'achat? Du coup, je pense qu'il y a deux questions dans la question. Si la question c'est est-ce que la promotion est systématiquement personnalisée en fonction de l'historique? À l'heure actuelle, non, le stock de promotion, c'est pas systématiquement en fonction de l'historique. En revanche, les briefs que nous, on est en train d'émettre à partir de maintenant, la quote-part de ces promotions qui vont être personnalisées va évidemment augmenter dans le temps parce que ça fait systématiquement partie de nos briefs. Donc, de plus en plus, vous allez être exposé à des promotions qui ne seront éligibles que pour vous et pas pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plus un sujet de merch. Est-ce que nous, on vous pousse des promotions qui sont en lien avec votre historique d'achat? Oui. Évidemment, donc, quand vous êtes sur le site et que vous avez déjà effectué des achats, les produits que vous achetez sont toujours les premiers qu'on vous montre. Parce qu'on sait que les gens achètent la plupart du temps des produits qu'ils ont déjà achetés. Et ça, c'est la première règle. Deuxième règle, c'est en priorité les promotions sur des produits déjà achetés. Donc, si la question était ça, est-ce qu'on vous pousse des promotions issues de vos historiques d'achat? Oui, vous aurez systématiquement en premier les promotions sur vos produits déjà achetés par le passé. Très bien, merci Dimitri. Alors, je ne sais plus si c'est une question pour Monoprix ou pas. Par rapport à la substitution des marques par les consommateurs lors d'une requête search, alors non, ça doit être plutôt Florian. En fait, ce qu'on a vu, c'est que les annonceurs, les shoppers se sont mis à acheter beaucoup plus de produits depuis chez eux, alors qu'avant, ils achetaient en magasin, plus 10% en volume sur le commerce en France, le e-commerce en France. Et donc, du coup, comme on a acheté des nouvelles choses, on a découvert des nouvelles marques et on avait plus de temps aussi peut-être pour faire des recherches. Et donc, du coup, cette rupture, en fait, je pense, était liée au temps disponible, à la publicité, à l'émergence de nouvelles marques, 17 400 nouveaux marchands qui arrivent en ligne. Donc, il y a une explosion de l'offre, une demande plus importante de la part des consommateurs qui avaient plus de temps. Et donc, du coup, je pense que c'est ça qui a favorisé. Et ça montre aussi que dans un contexte électronique, on est beaucoup moins fidèle aux marques historiques et on est beaucoup plus prêt à tester des nouvelles marques. En plus, toutes les marques ont le même real estate, entre guillemets, qui est l'écran d'ordinateur ou l'écran de téléphone pour faire concurrence, alors qu'avant, ils devaient faire concurrence sur la rue, en fait. Donc, il y a une égalisation et une mise en concurrence assez intéressante liée au digital. J'ai une autre, je crois que ce sera la dernière question. Et je ne sais pas si vous pourrez répondre directement, en tout cas avec l'expérience que vous avez de la part de vos clients, mais qui est effectivement une question d'organisation. Comment les marques font-elles évoluer leur organisation face à ces changements? Monter en compétence des équipes de e-commerce sur le média, monter en compétence des équipes médias sur le retail média. Voilà, quel mouvement de bascule y a-t-il? Qu'est-ce que vous constatez avec vos
différents clients, Blandine ou Florian? Ce qu'on constate, c'est que c'est vrai qu'il y a des organisations qui se mettent en place face à ces changements. On voit par exemple dans les agences médias sont toutes en train de se structurer et d'avoir des pôles e-commerce / retail média avec des vraies compétences sur ces plateformes, sur les stratégies e-commerce et les stratégies e-retail média. Au niveau des marques, je pense que ça dépend beaucoup du niveau la taille des équipes. Et ce que nous, on voit, c'est un peu les deux choses, les deux tendances, c'est-à-dire qu'il y a des équipes e-commerce qui commencent à monter sur le média et des équipes médias qui incluent le retail média dans leur champ. Il y a un investissement à la fois humain et de compétences et d'outils, je suppose, sur ce domaine-là. Oui, tout à fait. Merci. Et peut-être une dernière question, parce que je vois que le temps passe. On a encore 2 questions, pardon. Notamment une question par rapport à la frontière et à cette redéfinition peut-être de frontière, avec les ambitions à la fois de Google, de Facebook et d'un certain nombre d'acteurs. La frontière entre médias et retail média ne devient-elle pas de plus en plus floue? Quelle est votre vision à terme de l'écosystème de marketplace? Blandine ou Florian, je ne sais pas où. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a deux contextes. Effectivement, il y a des sites sur lesquels avant il n'y avait pas de publicité et maintenant il y en a. Je lisais qu'aux États-Unis, Walgreens, CVS, qui sont des pharmacies en fait, sont devenus des acteurs assez importants du média digital. Donc on peut aller acheter des campagnes de publicité là-bas. C'est assez nouveau. En France, il y a la constitution de régie en ligne qui n'existait pas auparavant, qui était peu développée chez les sites de retail. Donc ce n'est pas forcément une frontière, c'est plutôt une croissance en fait des supports disponibles, et chaque support a ses spécificités. Les sites retail ont la data, notamment ce qui sont dans une transaction, alors que d'autres sites n'ont pas forcément cette data-là, ont d'autres data parce qu'ils ont des abonnements. Chez Microsoft, on a l'identification des gens, des utilisateurs quand ils se sont inscrits. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la disparition du cookie programmé va avoir des conséquences intéressantes aussi de ce point de vue-là, par rapport à l'identification des utilisateurs. Et évidemment, il y a des sites, des plateformes qui vendent également. Donc, c'est là où il peut y avoir une frontière peut-être plus fine qu'il ne l'était auparavant. Très bien, merci Florian. Une dernière question effectivement intéressante. Si on regarde les chiffres d'investissement publiés par le SRI, notamment qu'on a cité lors de la présentation, la croissance sur les sites de retail et services était de 5% en 2020 et 7% pour l'affiliation. On pourrait même rajouter d'ailleurs plus 32% pour la partie retail search. Comment expliquez-vous cela et cette tendance positive en 2020 alors qu'il y a une décroissance des investissements de manière générale? Blandine, peut-être? Alors, je pense qu'il faudrait qu'on regarde dans le détail, mais cette croissance de 5% sur retail et services, je pense qu'elle est très différente entre la partie retail et la partie services. Et je pense qu'elle a été très impactée par la partie services qui a énormément baissé. Et je pense que si on avait les chiffres uniquement retail, ils seraient beaucoup plus importants. Oui, parce que sur la partie search, on est sur une croissance de 32%. Comme ce qu'on avait constaté d'ailleurs en 2019, donc quasiment sur le même trend, en effet. Eh bien, je crois qu'on n'a plus de questions. Je suis en train de checker. Je vous remercie donc. Vous avez été nombreux à participer, plus de 150, même je l'ai monté jusqu'à 160, il me semble. Merci encore de votre participation. Merci à tous les speakers, tous les panélistes, comme on dit, de votre à la fois participation et préparation à ce webinaire.
Pour ceux qui ont posé des questions, on pourra mettre à disposition le webinaire, excepté sur la partie, on va dire, d'Amazon, où on ne pourra pas donner les éléments pour des mesures de guidelines internationaux de la part d'Amazon, comme c'est souvent le cas sur les plateformes internationales, si je puis dire. Merci encore à tous d'avoir été aussi nombreux. J'espère que vous aurez découvert un petit peu en avant-première les tendances émergentes de l'année à venir en France et en Europe. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.